Nous passons maintenant à la deuxième intervention pour la présentation de la plateforme collaborative d'assemblage 4.0 du CDTA. Alors, merci, Monsieur Ouéder. Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous rejoindre dans ce webinaire organisé par le CDTA sur l'industrie 4.0. Juste une petite minute pour partager mon écran. Voilà. Alors voilà, je me présente Gaham Mahdi. Bon, en fait, je travaille au CDTA depuis un moment. Je suis chercheur en fait sur ces technologies en fait, de l'industrie 4.0, ou ce qu'on appelait déjà, ça fait un bon moment, les technologies du smart manufacturing. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous présenter en fait dans la continuité de ce qu'a présenté le docteur Bouzouia sur un peu cette initiative 4.0 du CDTA, sur ce contexte international de recherche et de développement, ce qu'on est en train de faire au CDTA en partenariat avec des acteurs technologiques de pointe et surtout orientés vers l'industrie algérienne. Ma présentation sera organisée en quelques points. En fait, très vite, je vais présenter en fait cette initiative. Il s'agit de prendre à un certain moment un petit recul, on va dire, par rapport à ce projet de l'industrie 4.0 CDTA, comment il est né, d'où ça vient. Après, nous allons présenter quelques points, en fait, quelques facettes de l'industrie 4.0, leur aspect applicatif au sein d'une plateforme qui est en montage ici au CDTA. On va passer par le Digital Twin, concept déjà évoqué par Dr Bouzouya, qui est très, très important. Nous allons aussi passer par tout ce qui est système cyberphysique, pilotage distribué, intelligent de la production. C'est un aspect aussi très, très, très important. Nous allons très vite voir un peu ce qu'est la robotique collaborative, les plateformes mobiles AGV dans l'industrie du futur. Et ensuite, nous allons très vite clore par une petite note de recherche sur le concept de Human in the Loop dans les systèmes. En fait, on va parler de cette place de l'humain dans cette transformation digitale totale qui est en train de nous submerger de partout, à vrai dire. Et à ce sujet, bon, je vais très vite reprendre une toute petite phrase de Winston Churchill qui dit tout simplement mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Je pense que ça résume tout par rapport à cette révolution industrielle. Il faut y être, il faut y être, et il faut y être, et c'est tout. Voilà. Alors, très vite, la genèse et motivation de ce projet. Le projet, en fait, trouve sa motivation et sa genèse dans un positionnement thématique de l'équipe système robotisé de production du CDTA qui remonte déjà au début années 90, on va dire. Dire que déjà là, le positionnement thématique de l'équipe était l'intelligent manufacturing et les travaux se sont orientés très très vite et puis étendus au fur des années jusqu'à aujourd'hui. Différents concepts ont été élaborés, contrôle, robotique, automate programmable. En fait, les systèmes multi-agents, je tiens à signaler que parmi les premiers articles en 97, déjà, il y avait déjà des articles sur cet aspect-là qui est très, très important et intimement lié à cette révolution industrielle aujourd'hui. Alors, ce positionnement thématique, je ne pourrais pas tout à fait le résumer. En fait, il s'agit de parler de 30 ans. Je vais prendre quelques dates clés, on va dire à partir de 2011. Il y a eu un premier PNR, qui est un programme national, un projet soumis à un programme national de recherche sur le produit intelligent dans le pilotage des systèmes manufacturiers. En 2014, il y a eu un autre projet FNR, Fonds national de recherche sur la simulation et interaction avancée dans les systèmes de production cyberphysique. Je pense que ces deux projets quand même marquent un petit tournant thématique dans l'équipe qui est très, très intéressant. Voilà. Alors, très vite, ces projets avaient, c'est juste pour prendre un peu de recul, avaient abordé vraiment de nouvelles thématiques, des notions très, très importantes, telles que celle du digital twin, utilisées ici pour la conception et le développement de bons didactiques, bons didactiques pour l'apprentissage de la programmation PLC. Nous avions commencé déjà à partir de 2011, ou même un peu avant, et c'est là l'émergence de l'industrie 4.0 à travailler sur le concept de produit intelligent, cette entité intelligente, communicante, qui s'oriente dans un système de production et qui communique avec les autres entités
pour élaborer ces phases de fabrication. Le concept aussi de Digital Twin, encore une fois, mais dans le pilotage du système de production. Ce concept est aussi très, très important dans ce sens-là parce qu'il permet d'avoir un modèle prédictif du système de production, de l'intégrer dans une approche d'optimisation et de pouvoir piloter offline, online, etc., comme on veut le système de production. Toujours des travaux dans l'ordonnancement. Il faut dire que l'équipe travaille déjà depuis très, très longtemps sur l'ordonnancement et aussi l'utilisation du Digital Twin un peu pour tout ce qui est conception, développement et, on va dire, validation, commissioning des systèmes automatisés de production. En fait, en 2017, cette date est aussi très, très importante, je pense. Il y a eu ce rapprochement avec Siemens Algérie, un acteur technologique incontournable en Algérie. Et l'idée est venue d'aller vers cette direction de l'industrie 4.0 en signant un partenariat stratégique de 4 ans pour avoir pour mettre en place une plateforme de démonstration et exploitation des technologies 4.0 qui servirait en fait, à la vulgarisation, à la démonstration, l'expérimentation et à la formation sur ce niveau de technologie-là. Alors, le Siemens apporte beaucoup de composants technologiques en tant qu'acteur technologique, beaucoup d'expertise aussi. Le CDTA, par son expertise et ce recul par rapport à cette thématique-là aussi, apporte beaucoup de choses pour la mise en place d'une plateforme qui permettrait d'avoir en Algérie cette on va dire, première plateforme d'expérimentation et de démonstration des technologies 4.0. En 2019, nous avons organisé avec Siemens le premier workshop, enfin, on va dire, sur la technologie 4.0 et la digitalisation d'entreprise, pardon. C'était un moment d'échange extrêmement important par rapport à ce sujet-là. Beaucoup d'aspects ont été évoqués, beaucoup de participants industriels et académiques. Ça a un peu fusionné sur cette thématique et ça rentre un peu dans ce rôle de vulgarisation et de sensibilisation de la communauté par rapport à ce sujet en Algérie. Alors, la plateforme, voilà, des images de la plateforme, c'est en partenariat avec, le CDTA en partenariat avec CMS Algérie, mais c'est aussi un projet de développement technologique qui a été financé par la DGRSDT, c'est le projet numéro 16 DGRSDT, CDTA 2017. Alors, il y a beaucoup d'expertise du CDTA, des équipements déjà existants au CDTA, des robots, un robot manipulateur mobile, beaucoup de robots industriels, et un financement d'un convoyeur et beaucoup d'autres équipements, mais aussi beaucoup d'équipements qui ont été fournis par Siemens Algérie, notamment robot collaboratif QK et beaucoup d'équipements d'automatisation, je vous dis PLC, PLC distribué, PLC intelligent, communicant, de la RFID, de l'IHM, en tout cas, en fait, voilà, tous ces systèmes d'automatisme très, très sophistiqués qui permettent de mettre en place ce genre de plateforme. Le travail a consisté globalement d'abord dans le choix des équipements, leur dimensionnement, leur mise en service, la conception globale de cette cellule et de ce système, en fait, pour pouvoir aborder ces questions d'expérimentation et de démonstration vers les industriels et la communauté académique. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu ce point sur cette plateforme qui rentre aussi dans ce cadre de ce projet de mise en place de la plateforme. Et commençons très vite par un premier point. Alors, c'est une plateforme de démonstration de technologie. Il y a la petite plateforme d'assemblage, mais il y a aussi certaines autres technologies, et dont la technologie Digital Twin, qui reste quand même un concept très, très important pour l'industrie 4.0. Le concept Digital Twin, en fait, il peut s'utiliser, s'identifier de plusieurs manières dans un système de production, dans les systèmes manufacturiers. Ça peut être une simulation pour dimensionnement et analyse d'un système. Ça peut être aussi un modèle, comme on en a déjà parlé, d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'un modèle prédictif intégré à des approches d'optimisation pour la gestion opérationnelle au sein d'un système de production. Et ça peut être aussi un outil pour la validation, le commissioning, aussi la conception des programmes PLC avant la disponibilité d'un système réel. Il est très, très utilisé. Il y a beaucoup de travaux au sein de l'équipe. Ce que je vais présenter, vraiment, c'est une petite partie, mais il y a beaucoup de travaux sur ça, sur le soft commissioning, je veux dire le fait d'utiliser un simulateur et un PLC un software PLC pour pouvoir élaborer des programmes, développer, voilà, concevoir et développer des programmes pour le pilotage de cellules ou de systèmes industriels quelconques. Alors, dans cette partie, voilà, on peut voir déjà à l'œuvre
dans cette vidéo, en fait, une des approches d'utilisation du digital twin, hein, c'est-à-dire qu'on est face à un système industriel sur le plan physique, on va dire incomplet, hein, c'est-à-dire qu'on a un robot, il manque une pince, il manque un deuxième robot, on a quelques composants industriels qu'il faut valider déjà avant la disponibilité des autres composants industriels. Et c'est là où rentre en jeu en fait ce concept de digital twin. Comme on est en train de voir il y a un système automatisé distribué composé de deux petits automates, hein, avec tout ce qui est système d'identification RFID, qui sont mis en pratique clairement en composant avec un système en simulation. C'est-à-dire que pour le contrôleur automatisé, et le robot réel et le robot virtuel sont pour lui des robots, on va dire, réels, des systèmes opératifs tout simplement. Et avec ce genre de pratique, hein, dire que d'approche, de méthodologie d'expérimentation, on peut aller très très loin dans la conception de systèmes automatisés, leur validation et leur expérimentation, sans pour autant avoir tous les composants, hein. La vidéo décrit quand même une phase du projet, hein, dire qu'à ce stade-là, on n'avait pas encore tous les composants, il n'y avait pas le convoyeur en boucle, il n'y avait pas encore la pince qui était adaptée au robot, et il fallait déjà commencer par expérimenter, à mettre en place les systèmes avant la disponibilité de ces composants-là. Et puis, ça peut aussi, hein, être étendu à des systèmes didactiques, d'apprentissage et de programmation d'automates programmables. Et c'est très, très important aussi pour le didactique, pour l'université, pour que les étudiants, ou peut-être aussi des centres d'apprentissage, puissent apprendre à programmer et à manipuler des systèmes opératifs très, très complexes et sans les avoir, en fait, à vrai dire. Alors, mis à part le digital twin, on a aussi, en fait, on va dire le cœur, le noyau dur un peu de cette plateforme-là, c'est le système d'assemblage 4.0. Voilà. C'est un système qui a une conception cyberphysique. Je ne vais pas revenir un peu sur cette conception. Je pense que le docteur Bouzouy a quand même beaucoup expliqué ça. Il y a la partie cyberphysique de pilotage et puis la partie de pilotage opérationnel intelligent. On va très vite parcourir ça. Alors, avant ça, on va voir l'architecture fonctionnelle de cette cellule-là. C'est-à-dire que c'est une cellule d'assemblage composée de, pour le moment, intégrée directement, il y a deux robots. Un robot collaboratif, en fait, pour pouvoir faire de l'assemblage de Lego avec l'opérateur, hein. Les Lego, c'est juste pour illustrer, hein. Dire, il ne fallait pas prendre un produit bien précis, mais rester assez générique, en fait, dans le produit. Il y a un premier poste, c'est un système en boucle, il y a un premier poste en fait on va dire de lancement du produit, hein. C'est à ce niveau-là qu'on va associer un produit à une palette. Un deuxième poste, là où il y a le robot jaune, en fait, c'est le robot GT6, c'est l'alimentation en composants. On peut le voir sur l'image à gauche. Il y a des composants qu'il peut insérer, mais vraiment dépendant de la gamme, hein, de la gamme d'assemblage et du produit qu'on a envie de produire à ce moment-là. Et le dernier poste dont j'ai parlé, c'est le poste numéro 4, en fait, qui est un poste d'assemblage collaboratif entre l'être humain, le robot pour pouvoir finaliser le produit. Le produit ainsi fini va revenir au premier poste pour être récupéré par l'opérateur. Alors, l'architecture automatisée, on va dire, de contrôle, elle prend plusieurs formes. Voilà, un peu l'avantage de ces cellules-là, c'est qu'on va sur plusieurs formes, de la forme la plus classique, puis forme élaborée, et puis cette forme du futur, hein, dire cette usine du futur, comment qu'elle sera structurée. Alors, pour les premières formes, on a d'abord cette manière centralisée, hein, de commander la cellule. On a un automate à côté de chaque poste. C'est des ET200SP, veut dire qu'on va les utiliser en premier lieu comme entrée-sortie distribuée. Et on a un automate, un S7 1515 qui va en fait piloter tout ça, hein, qui va contrôler tout ça. Il y a une IHM, bien sûr, voilà, qui va essayer avec laquelle on peut lancer des produits, élaborer des recettes, etc. Et ça va contrôler tout le système. Bon, c'est un peu l'architecture classique, hein, dire, sur les automates IO, hein, les ET200SP. Ils sont bien sûr connectés pour chacun à de la RFID, dire les lecteurs RFID, au robot, là où il y a un poste robotisé, c'est eux qui gèrent cette partie-là. C'est structuré en postes de travail, hein, il y a 3-4 postes de travail, chaque automate gère une partie. Voilà. Alors, la deuxième architecture très vite qui peut être mise en place sans rien changer presque, on va dire, hein, c'est une architecture distribuée où chaque poste va être géré tout seul, il ne va pas y avoir d'automate centralisé. C'est une architecture très, très intéressante aussi. Elle est un peu plus flexible, plus dynamique et chaque automate va gérer un peu sa partie. Alors, très vite, on va se poser la question sur la coordination globale, hein. La coordination globale, dans le fonctionnement, généralement, elle va se faire en utilisant la RFID
la RFID, le tag RFID tel que je le présente un peu sur la figure à gauche, va avoir toute l'information, dire toute l'information sur la gamme du produit à faire, dire les composants, comment il doit être assemblé, etc. Et c'est lui qui va coordonner entre les différents postes. La cellule, en fait, le système d'assemblage 4.0 qu'on est en train de mettre en place, est fait pour exposer, démontrer un peu et expérimenter ces technologies du futur, mais bon, il passe déjà par certaines technologies courantes en industrie aujourd'hui, et c'est important que les industriels retrouvent déjà ces technologies-là sur ce démonstrateur. Alors, après, euh, les technologies, ce qu'on appelle cyberphysique du futur, hein, on peut très vite les résumer ici, et je ne vais pas revenir sur les concepts, mais ça voudra simplement dire que cette pyramide de contrôle du système de production, généralement, hein, généralement dans le cas classique hiérarchisé, va se retrouver découpée en petits morceaux. Dire que ça sera des entités autonomiques qui seront en collaboration, en coordination, qui vont interagir, etc., et qui vont faire émerger un comportement du système de production. C'est des structures connues aujourd'hui dans le monde de la R&D. Dire que l'analogie parfaite qu'on pourrait faire par rapport à ça, c'est un peu la robotique, swarm robotique, ce qu'on appelle. C'est des entités, de petites entités, petits robots dotés de petite intelligence, mais en coordonnant leur activité à plusieurs, ils peuvent faire émerger un comportement global, dit intelligent et orienté. Voilà. La même chose pourrait être faite dans un système de production. Et c'est vers quoi on se dirige aujourd'hui. C'est ça, les systèmes de production cyberphysique. C'est des petites briques avec une intelligence parfois limitée, on va dire, en interaction, en coordination, et qui peuvent faire émerger un système, un comportement, on va dire, global, dit intelligent ou coordonné simplement pour le pilotage du système de production. Alors, c'est un peu cette vision technologique du futur qui est implémentée déjà ici à ce niveau, hein, en utilisant bien sûr les technologies d'aujourd'hui, en tout cas les technologies existantes. Pour ça, nous avons opté pour ce qu'on appelle un système multi-agent, hein. C'est de l'informatique, c'est de l'intelligence artificielle distribuée. On va dire ou simplement un système informatique distribué où on peut implémenter chaque entité en agent avec un comportement, un état, une conscience sur son état et une manière de coopérer avec les autres, hein. Ça nous change un peu des appels de méthode en orienté objet. C'est une nouvelle manière de programmer les choses. On peut voir qu'il peut y avoir des interactions entre les agents. Ça a été fait. La cellule aujourd'hui marche avec ça, hein. Ça veut dire qu'il y a pour chaque entité du système un agent qui va être un peu cette contrepartie numérique du composant, du poste. C'est-à-dire qu'on a des agents de chaque poste connecté aux automates qui vont servir à peu près d'interface. On enlève un peu aux fonctionnalités de l'automate et on va les embarquer dans l'agent. Il y a des agents décision aussi qui vont être associés aux agents interface de chaque poste. On a fait ça un peu pour avoir une architecture du genre un peu plus flexible, hein. Il suffit de changer l'agent décision pour changer un peu le comportement du système. Et on a des agents produits qui vont, eux, représenter le produit en cours de production ou en attente de production sur le système. Et bon, le système va après fonctionner en coordination, coopération de ces différentes entités, surtout très, très bien synchronisées. Alors, en fin de vidéo, nous allons voir, de présentation, nous allons voir une vidéo qui représente un peu, très compliqué toujours de voir en marche ce genre de système, hein, surtout voir le système multi-agent et de contrôle, mais on va essayer un peu d'illustrer tout ça. Alors, l'autre aspect toujours très, très important, hein, et l'équipe a toujours travaillé sur ces aspects-là, c'est le pilotage ou la gestion opérationnelle, ce qu'on peut appeler ordonnancement ou logistique interne, etc. C'est des choses très, très importantes pour les industriels. J'ai vu dans la liste de participants, il y avait beaucoup d'industriels, beaucoup d'académiques aussi qui travaillent sur ce sujet-là. En fait, voilà, dans la conception même de cette cellule-là, on a essayé de se rapprocher au plus de cas industriels courants aujourd'hui connus, tels que les cas d'assemblage, hein, dire que c'est des cas très, très, on va dire, très, très élaborés et existants ici en Algérie. Alors, on a modélisé ce système, on va dire, bon, conçu et modélisé en système de Flowshop avec des contraintes de synchronicité. Et on a mis un système conçu, toujours et développé, avec une gestion d'une grande variabilité des produits et des lots qui peuvent aller jusqu'au 1, on va dire l'eau égale à 1.
c'est vraiment le pari pour l'industriel aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer une grande variabilité dans la taille des lots. Voilà. Alors, on est très proche de cas industriels. Ça nous permet d'élaborer des approches sur cette cellule-là, mais qui pourraient très, très vite être utilisées dans des cas industriels et reproductibles, en fait, hein, sur des cas un peu plus, on va dire, classiques aussi, qui existent au niveau de l'industrie. Nous élaborons beaucoup d'approches sur ça. Ça veut dire que l'équipe travaille beaucoup sur le pilotage, l'ordonnancement. Il y a les approches distribuées, il y a des approches classiques, mathématiques, très puissantes aussi. Il y a les approches de l'IA, des algorithmes génétiques, métaheuristiques, etc., ou d'autres approches qui ressembleraient à ça, et des approches un peu de cette IA développée dont on parle beaucoup aujourd'hui, type deep learning, etc. C'est-à-dire que, voilà, juste une exemplification. Franchement, c'est comment on a un peu traité le problème. Il y a eu un traitement de type modélisation exacte du problème avec résolution. Il y a eu des approches de type deep reinforcement learning. C'est vraiment des approches très puissantes pour faire de l'apprentissage automatique et en continu. Ça veut dire qu'on va programmer des agents d'ordonnancement, un agent d'ordonnancement, pardon, qui va d'abord apprendre offline en utilisant une simulation du système, ce qu'on peut aussi appeler ce digital twin aussi, hein, voilà, ça nous renvoie un peu aussi au digital twin, et qui peut continuer son apprentissage toujours en exécution lorsqu'il est connecté au système et lorsqu'il est en interaction avec le système. Ça veut dire qu'il y a eu bon, en ce moment même un travail sur ça, veut dire où il y a le MIL qu'on va situer par rapport à un deep reinforcement learning, par rapport à un simple Q-learning ou par rapport à une approche évolutionnaire hybride, etc. Ça nous permet, en fait, au-delà de l'aspect académique, ça nous permet d'élaborer le maximum d'approches qui pourraient être ensuite utilisées en noyau d'algorithmique pour les industriels. Alors, voilà, il y a un autre aspect qui a été évoqué lors de la première présentation, c'est la robotique collaborative, hein. Alors, à vrai dire, on pourrait franchement, désolé un peu pour le son, hein, on pourrait franchement beaucoup parler de ce sujet-là. Si l'industrie 4.0 est très regardée aujourd'hui, c'est notamment grâce à cette robotique collaborative, hein, qui est en train de réellement repousser les limites connues de la robotisation au milieu industriel aujourd'hui. Un robot industriel, généralement, et tel qu'on le connaît et tel qu'on le voit aussi sur la photo à gauche, est une machine extrêmement dangereuse pour l'homme. Ça veut dire qu'il y a des mesures de sécurité énormes. Vous voyez, il y a un grillage de sécurité, il peut y avoir des lasers, des capteurs, etc., pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de l'homme. Ça fait que ça écarte complètement l'homme de la tâche robotisée et ça réduit le spectre d'automatisation. Il devient très compliqué de réaliser des tâches d'automatisation avec un robot. Et ça coûte très cher parce qu'après, pour la fixation des produits, pour élaborer des systèmes de fixation, des systèmes de prise de produits, des systèmes de gestion de produits, c'est très compliqué. Alors, avec la cobotique qui permet à un être humain d'apporter toujours quelque chose au robot en étant proche et en pouvant partager l'espace de travail, on est en train d'étendre carrément un spectre de robotisation des tâches industrielles qui était, bon, pas limité, mais qui avait quand même connu certaines limites ces dernières années. C'est-à-dire que c'est en train de devenir là un peu cette révolution 4.0 en partie. On pourrait en parler des heures en fait de cet aspect-là, mais bon, on n'a pas trop le temps. La vidéo qu'on vient de voir, hein, que je vais essayer très vite de répéter, c'est une forme de partage de tâches entre opérateurs, en fait un collègue à nous, Abdelraouf, et un robot manipulateur type Kobo, hein, veut dire qui peut interagir, qui peut attendre que l'être humain le déclenche pour l'exécution d'une tâche, et après, bon, qui peut, voilà, on va voir par exemple un exemple assez particulier où l'être humain va déposer les pièces. Déjà, ça nous sauve un peu de la tâche d'avoir des prises de pièces spécifiques, automatisées, etc. Et c'est très compliqué. Et le robot va effectuer sa tâche d'assemblage, toujours hein, impulsé par l'opérateur. C'est ça un peu la coopération. Bon, c'est un exemple assez simple, hein, mais c'est ça à peu près cette coopération. C'est un partage de tâches où le robot va faire des tâches pour lesquelles il est le meilleur et où l'être humain va faire des tâches pour lesquelles il est le mieux adapté. Et ça étend en fait ce spectre de robotisation et d'automatisation industrielle. Alors, deuxième aspect aussi, qu'on retrouve aussi beaucoup hein, dans cette
usine du futur telle qu'elle est décrite, hein, c'est les AGV. C'est Automated Guided Vehicle, c'est un peu ces chariots fluo-guidés généralement tels qu'on les connaît, qui sont là dans l'usine pour transporter des pièces, des produits, etc., d'un point à l'autre ou de la matière première, etc. On peut aussi les retrouver dans des centres de tri ou dans beaucoup d'autres applications aujourd'hui, hein. Leur application s'est très, très développée ces dernières années. Alors sur ça, on a une partie très, très intéressante, hein, où on a un robot AGV, hein, c'est un robot mobile, quoi, ça veut dire qui a été un peu transformé au CDT. Ça veut dire que toute la commande a été développée en fait par notre collègue. Et ce robot aujourd'hui fait place à un AGV industriel qui est intégré au sein de la cellule, qui est en cours d'intégration en tout cas. Et la partie la plus importante qui a été élaborée, c'est son intégration avec la RFID. Alors, cette intégration est très, très importante. C'est un sujet très, très important et tout le monde en parle aujourd'hui. C'est comment que le robot AGV, qui était avant très, très, on va dire, contraint par des routes de mouvement, hein, il était fluo-guidé, parfois par un aimant, parfois on va dire, par des marques, etc. C'est-à-dire qu'il avait carrément des routes dont il ne pouvait pas sortir. Aujourd'hui, il est appelé à évoluer un peu plus dans l'usine de demain, à choisir ses routes tout seul, à les modifier, à interagir avec l'être humain, à interagir avec des obstacles, etc. Ça veut dire que c'est très, très, très important pour ce type de plateforme de pouvoir se localiser et de se guider dans ce système de production. C'est pour ça que la RFID, déjà qu'on a utilisé dans le système de flexible, pardon, d'assemblage, et ici utilisé, c'est de la RFID UHF, hein, c'est des antennes qui peuvent lire des tags jusqu'à des longueurs de distance, pardon, de 10 mètres, hein. Ça veut dire qu'on peut taguer tout un sol, comme on peut le voir sur la petite figure en haut à droite, et puis le robot, à l'aide de cette information RFID, va pouvoir naviguer, va pouvoir se situer, et surtout ce qu'on appelle localisation dans le système de production. Voilà. C'est la plateforme, cette plateforme de développement autour de cette question-là est prête, hein, elle a été élaborée, l'information RFID intégrée, on va dire le logiciel de lecture RF et de commande robot en même temps a été fait. Voilà. Alors, un autre aspect avec lequel je vais finir avant de voir un peu cette petite vidéo récapitulative de tout, c'est cette conception Human in the Loop des systèmes Industrie 4.0. Hein, dire que, en fait, ce n'est pas une question nouvelle. Hein, dire que l'interaction de l'homme avec la technologie est une question qui a déjà été posée depuis plusieurs années. Et la réponse qui a été trouvée presque en ce temps-là, c'était carrément de dire à l'homme de rester out of the loop, c'est-à-dire de sortir complètement des boucles de décision, etc., et que tout ça pouvait être fait par des systèmes automatisés. La tendance aujourd'hui, internationale, hein, pas seulement pour l'industrie 4.0, mais comme on le voit sur la figure, dans ce projet, ce grand projet japonais de société 5.0, c'est l'intégration de l'homme et de la technologie. C'est d'essayer de faire en sorte que cette vague de la numérisation internationale et de la digitalisation puisse prendre en compte un peu cet être humain comme facteur très, très important. C'est-à-dire que c'est un peu une partie sur laquelle nous travaillons, on veut dire toute la conception de la cellule d'assemblage a été faite dès le départ dans ce sens-là. Ça veut dire comment expérimenter, étudier et développer des approches en fait dans l'interaction en système, en multi-agent et comment intégrer l'homme en fait dans ce process de l'industrie 4.0 dans cette exemplification par une cellule d'assemblage. Alors, un peu pour dire aussi que ce projet qui est à la base quand même un projet de développement, il a aussi sa partie recherche, hein, et par là, on est en train de mettre un peu les jalons de ce que va être un peu cette recherche, identifier, donner un peu de caractère en fait aux travaux de l'équipe qui sont déjà très très bons, hein, mais leur donner juste un peu plus de caractère en les mettant dans une perspective de recherche des plus intéressantes et qui va vraiment fusionner les prochaines années. Hein. Ça veut dire que déjà, il y a beaucoup de projets européens, des choses qui se passent autour de cette question de l'intégration de l'homme et de la technologie dans ce contexte d'industrie 4.0. Alors, on va aussi voir ça dans cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo petite, hein, vidéo récapitulative. On va essayer de voir à peu près tout ce système qui marche ensemble. Hein, dire l'opérateur, le robot collaboratif, la lecture RF, identification des produits, le système multi-agent, un système de supervision aussi qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur le système automatisé ou de contrôle, opératif pardon, ou de contrôle. Alors voilà un système multi-agent qui est en œuvre. Hein, veut dire qu'à ce niveau-là,
la pièce vient d'être finie, il est indiqué à travers un agent opérateur, un agent interface opérateur à l'opérateur que le produit est fini. Il s'agit maintenant de lancer un nouveau produit au niveau du poste 1. L'opérateur vient de le faire en appuyant un peu sur ce bouton-là. On attend que la deuxième palette arrive au niveau du poste 3. C'est une palette avec son tag qui transporte un peu son information sur l'assemblage et il est dit à l'opérateur à travers le système multi-agent de contrôle qu'il y a un assemblage à exécuter sur cette pièce-là. L'opérateur va exécuter cet assemblage en termes collaboratifs, lui et le robot. Le robot va ramener très vite la. C'est à peu près la même, bon, c'est la même tâche d'assemblage qui a été déjà montrée, mais là on la voit beaucoup plus en interaction avec le reste. C'est-à-dire que l'automate qui contrôle le robot, le système multi-agent qui est en train de calculer tout, et surtout les agents produits qui sont là pour un peu guider les phases de production de ce produit-là. Voilà. À ce niveau, l'opérateur, bien sûr, est en train de mettre les pièces en place. Il déclenche le robot en fait pour exécuter l'assemblage. Il peut intervenir à tout moment, tout est sécurisé. Il n'a pas peur du robot, il est sécurisé par rapport à ça. Et voilà. Alors, ça pose beaucoup de questions aussi, en reparlant un peu de cette tendance Human in the Loop, la centrée humain des nouveaux systèmes de production. Ça pose beaucoup de questions. L'opérateur, il est là. Il collabore avec un robot, il peut intervenir avec le système de contrôle multi-agent pour lancer de nouveaux produits, pour récupérer des produits. Il est là au sein du système de production et ça ouvre des champs de recherche très, très, très importants. Mais au-delà, c'est surtout une plateforme, je vais un peu répéter la vidéo, je pense qu'on a quand même une petite ou 2 minutes pour ça. La plateforme, elle est là pour être un démonstrateur de technologie. Donc déjà, dans cette version qui n'est peut-être pas tout à fait finalisée, il reste quelques mois de projet pour tout affiner, on voit déjà qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de technologies d'automatisation, de contrôle. Il y a aussi le logiciel que je n'ai pas montré ici, le logiciel d'ordonnancement qui est là. Il y a plusieurs versions d'ailleurs. Il y a le modèle exact mathématique, il y a un recueil, il y a une recherche tabou pardon, aussi en termes heuristique pour résoudre ça. Il y a aussi la partie Deep Reinforcement Learning qui permet de faire de l'ordonnancement dans cette plateforme-là. Voilà. Alors, je voulais très vite remercier en fait les intervenants et les participants au projet. Je vais cette vidéo défiler. On va aller voir un peu à la fin de la vidéo. Bien sûr, il y a beaucoup d'intervenants sur le projet, mis à part le chef d'équipe, M. Bozvia et moi en tant que gestionnaire de projet. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ont beaucoup travaillé sur ça. Dire que ça a été un projet de 2 ans, 3 ans qui a bouffé beaucoup de leur temps et on le remercie pour ça. Voilà. Je pense que pour moi, je vous remercie. Voilà, c'est fini. Je pense que j'étais dans les temps, je pense. Merci beaucoup. Merci, M. Gahan, pour votre présentation très claire. J'ai quelques questions à vous poser. Une question de Abdelmajid Karkar. En intégrant les systèmes intelligents, multi-agents, quelle est la stratégie? Oui, pardon, je vous en prie. Il semblerait qu'il y a un léger problème technique. J'attends un peu la question. Non, j'attends. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu. En intégrant les systèmes intelligents multi-agents, quelle est la stratégie à suivre pour évoluer, pour révolutionner l'ancienne architecture de contrôle? Alors, bon, si je comprends bien la question très technique aussi, voilà. Quelle est la stratégie à élaborer pour faire évoluer l'architecture de contrôle en intégrant les systèmes multi-agents? Bon, c'est vraiment aller vers une stratégie adaptative, flexible, où chaque élément est très vite remplaçable dans le système. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des architectures, on va dire, hiérarchisées,
rigide, voilà, je trouve le mot, où il serait très, très difficile de faire la maintenance du système, de changer son comportement ou de le faire évoluer. Les systèmes multi-agents, ou ce qu'on peut dire aujourd'hui les systèmes cyberphysiques, c'est d'évoluer vers des architectures euh, plus flexibles, plus adaptables, qui peuvent se maintenir plus facilement, où on peut intégrer très vite de l'intelligence, de l'information. Et c'est un peu le but de cette industrie 4.0. Hein, un des principes de ça, c'est cette distribution de la décision entre ces différentes entités. Une autre question beaucoup plus politico-scientifique de la part de Belhassen. Quel est l'impact de cette quatrième révolution industrielle sur l'emploi, les métiers et le travail? Ah oui, veut dire que, voilà, il y a une grosse question par rapport à ça. Il y a un gros débat et peut-être même une polémique par rapport à ça, hein, comme il s'est passé déjà il y a 30 ans avec la robotique industrielle. On pensait que les robots allaient enlever tout l'emploi par rapport à l'être humain, qu'il n'y aurait plus d'emploi, etc. Heureusement que non. On a vu que la robotique permet à des pays d'évoluer industriellement et de proposer plus d'emplois à leur peuple. Voilà, c'est-à-dire que la quatrième révolution industrielle, je pense que ça va être pareil. Euh, Déjà à ce stade, le facteur humain est pris en charge. Hein, veut dire qu'on parle déjà connecté et doté d'automatisation adaptative qui interagit avec l'être humain. Veut dire qu'à ce stade, l'être humain est déjà là. Bien sûr, comme toute transition technologique, il faut adapter un peu ce savoir-faire de l'être humain, de l'opérateur, etc. Il faut axer beaucoup sur les formations. Les pays font beaucoup de choses. Hein. Docteur Bozuy a déjà parlé des initiatives des pays. Et ils font aussi beaucoup de choses sur ça, hein, sur la formation, sur la préparation du skills de demain. Veut dire, ces gens qui vont travailler demain dans cette usine du futur. Voilà. Monsieur Hamadi Othman vous pose la question suivante. Monsieur Hamadi Othman vous pose la question suivante. Est-ce que le modèle que vous avez présenté, est-ce qu'il peut être adapté à une usine de production de briques rouges? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez... Oui, voilà, très bonne question et en plus d'un industriel, on le remercie pour ça. Alors en fait, voilà, quand on voit un peu les grands principes, personnalisation de masse, etc., produit unique, produit fait pour une personne, commandé par Internet, etc. On s'imagine très vite que ce concept est difficilement transposable sur l'industrie algérienne. En fait, non. Ça, c'est un peu le modèle théorique de la chose. Hein. C'est-à-dire que l'usine 4.0 va favoriser surtout la gestion de la variabilité des produits. Elle va favoriser la maîtrise du système de production, de l'ordonnancement, des coûts, des délais, de la qualité. C'est-à-dire l'introduction de la digitalisation va surtout permettre pour un industriel d'avoir beaucoup d'informations en temps réel sur son système, ce qui lui permet toujours de réagir à temps, d'identifier par exemple des pannes à temps, d'avoir des données sur la production à temps, veut dire les encours, l'état de la matière première, l'état de la qualité. Avec ça, on pourrait un peu anticiper sur des défaillances. L'industrie 4.0, c'est beaucoup de technologie, mais il ne faut pas quand même que dans une usine, il puisse y avoir toutes ces technologies pour qu'on dise de cette usine-là que c'est une industrie 4.0, c'est une usine 4.0. Non, il suffirait d'avoir 2-3 composantes de ça pour que cette usine ait déjà fait, ou cet industriel ait déjà fait le pas pour l'industrie 4.0. À ce stade, une briqueterie, c'est un process qui doit relativement être très bien surveillé, hein, en fait, sur la partie four, etc., qui doit être bien contrôlé sur la partie robotique. Dire que il a besoin de digitalisation. On a besoin de digitalisation, on a besoin d'avoir une image réelle sur le système de production, de pouvoir le contrôler en temps réel. Et ça pourrait se digitaliser sans que ça soit cette usine de fabrication à l'eau égale à 1. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans ce cas, l'usine se prêterait facilement et dans l'intérêt de l'industriel, hein, veut dire que à la digitalisation. Une autre question sur l'ordonnancement. Quel est le type du problème d'ordonnancement traité et comment vous positionnez vos travaux dans ce domaine par rapport à ceux de la littérature? En fait, pour le problème d'ordonnancement, le sens même d'un projet de recherche et développement dans ce sens-là, c'est de développer des approches, mais surtout développer des approches qui pourraient être
appliqué à d'autres systèmes de production. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de traiter de la manière académique qui soit d'identifier le problème, de le modéliser, de proposer des approches, de comparer, de se situer par rapport aux autres. Bon, on le fait, heureusement, mais surtout d'être sur des modèles qui peuvent aller vers l'industrie. Ça veut dire que c'est pour ça que pour ce problème-là, dans la conception même de cette cellule d'assemblage, on s'est placé dans ce flow shop, dans ce système d'assemblage, sachant que ça existe beaucoup dans l'industrie. Veut dire que, alors, le modèle particulier, hein, parce qu'apparemment la question est assez académique, c'est un flow shop synchrone. Hein, c'est un flow shop synchrone. Il y a des contrats de synchronicité entre les tâches, entre les transports des palettes. C'est un problème étudié, un peu difficile, compliqué à résoudre, etc. Et qu'on est arrivé déjà à modéliser avec un modèle exact au sein du projet. Il y a eu aussi d'autres propositions d'approche de résolution. Il y a aussi des approches de résolution par optimisation, simulation. Mais l'intérêt, c'est d'aller le plus vers des problématiques de gestion opérationnelle qui seraient transposables à l'industrie algérienne ou à d'autres secteurs d'activité. Voilà. Il y a une autre question un peu redondante. Avant de clôturer, c'est à vous, docteur Mehdi ou bien docteur Bouzouya. Docteur Mehdi ou docteur Bouzouya, concernant le club de l'industrie 4.0, est-ce que vous pouvez nous parler davantage? En fait, ça rentre beaucoup dans l'initiative 4.0 élaborée par le CDTA et déjà pilotée. Hein. Il faut dire que M. Bouzouya est le coordinateur de ce partenariat avec CMS Algérie, CDTA CMS Algérie. Je pense que je laisse répondre à cette question. Hein. C'est normal. Je pense que voilà. Je pense que le club qui est visé par cette initiative qui est lancée par les deux partenaires CDTA et CMS regroupe les industriels qui veulent s'initier, qui veulent évaluer les chances, disons, de passer à l'industrie 4.0. Nous avons organisé il y a 2 ans un workshop sur l'industrie 4.0 et beaucoup d'industriels ont été invités. Et ensuite, il y a eu des contacts et des échanges. L'objectif étant de regrouper tous les industriels qui sont intéressés par cette révolution industrielle, du moins dans le domaine de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire on vise un petit peu surtout tout ce qui est système d'assemblage ou de production à flux continu, par exemple, pour pouvoir discuter, travailler ensemble et partager l'expérience que nous développons au niveau du CDTA sur la plateforme Industrie 4.0 d'assemblage, dont quelques volets vous ont été présentés par Dr Mehdi Gaha, qui donne de la confiance aux industriels pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux la mise en œuvre sur le terrain. Et de cette façon-là, ils comprendront et ils pourront aller vers la mise en œuvre de ces techniques au sein de leur entreprise. Donc, c'est un club qui est ouvert et qui, peut-être dans l'avenir, sera structuré disons, à défaut d'avoir une initiative au niveau national, nous avons quand même travaillé à notre niveau pour pouvoir travailler en synergie avec les partenaires industriels et, disons, l'académique ou la recherche-développement. Mais c'est un projet qui est inscrit dans notre feuille de route, donc piloté par CDTA et CMS.
Merci, M. Bouzouya. Merci, M. Gaham. Sur ce point, nous arrivons à la clôture de ce webinaire qui a présenté en premier lieu les fondements, les tendances et les initiatives qui caractérisent cette révolution industrielle. Puis, en second lieu, a présenté quelques avancées dans la mise en œuvre de quelques techniques de l'industrie 4.0 sur la plateforme d'assemblage 4.0 en cours de développement au CDTA. Merci aux intervenants, merci aux participants et merci aux organisateurs et à tous qui ont participé de loin ou de près à la réussite de ce webinaire. D'autres webinaires sur d'autres thématiques d'actualité seront organisés par le CDTA. Alors, n'hésitez pas à visiter fréquemment notre site web pour avoir plus d'informations. Merci à tous. Au revoir. بارك الله فيك كمل